Starte le Zoom. C'est joli. On a confirmation. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. J'aurais vraiment aimé ça être sur place avec vous pour vous voir et pour manger de la pizza. Mais malheureusement, c'est pas possible. Donc, ma présentation va être en ligne aujourd'hui. Je m'appelle Sandrine, j'utilise le pronom elle et je suis maintenant étudiante au doctorat et je m'intéresse à l'IA responsable. Donc, ma présentation aujourd'hui s'intitule IA responsable et éthique entre pelleter des nuages et pelleter vers l'avant. Donc, petite annonce, cette présentation a été faite sans l'aide de ChatGPT ou aucune autre IA générative qui existe en ce moment. Alors, à mon propos, je vais vous expliquer un peu le titre de ma présentation. Je vais juste retrouver l'accès à mon pointeur. Voilà. Donc, le titre de ma présentation utilise deux expressions québécoises. Donc, pelleter vers l'avant et pelleter des nuages. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pelleter vers l'avant, ça veut dire remettre à plus tard. Pourquoi j'associe cette expression-là à l'IA responsable? Ben, c'est que j'entends souvent, on me dit souvent l'IA responsable, c'est cool, mais on va s'en occuper plus tard, c'est pas urgent. Et pourquoi j'associe aussi l'IA responsable à l'expression pelleter des nuages? Ben, pelleter des nuages, hein, ça veut dire se livrer à des spéculations intellectuelles, utopiques. Puis on me dit souvent, ben, l'IA responsable, c'est beau, mais c'est pas réaliste. Entre les deux, hein, entre pelleter vers l'avant et pelleter des nuages, on a aussi deux autres expressions avec le verbe pelleter. Pelleter de la boucane, qui veut dire perdre son temps en futilité. Par rapport à l'IA, ben, on me dit souvent que l'IA responsable ou l'éthique en IA, hein, c'est pas utile, ça sert à rien. Et pelleter dans la cour du voisin, ça veut dire se débarrasser d'un problème en l'envoyant vers quelqu'un d'autre. Mais en IA, on me dit tout le temps, en fait, que l'éthique, ben, ça concerne les éthiciens, ça ne concerne pas les informaticiens, informaticiennes. Donc, pelleter de la boucane et pelleter des nuages, c'est ce qu'on me reproche, moi, quand je dis que je m'intéresse à l'IA responsable et à l'éthique. Et pelleter vers l'avant ou pelleter dans la cour des voisins, c'est ce que moi, je reproche à mes détracteurs, hein, parce qu'ils ne veulent pas s'occuper des problèmes de l'IA responsable. Alors, on va commencer la présentation aujourd'hui avec quelques définitions. On va parler des biais en IA, de l'interprétabilité, mon sujet de recherche. On va aussi parler des métriques d'équité, de la monoculture algorithmique, de la décolonisation, de l'IA bénéfique, des outils de régulation, et je vais conclure tout ça. Donc, première définition, l'éthique, c'est une branche de la philosophie qui étudie les fondements des mœurs et de la morale. Puis c'est aussi un ensemble de règles de conduite qu'on se donne là, à l'intérieur d'un groupe. L'IA responsable, ça consiste en 4 piliers principaux, l'interprétabilité, l'équité, la sécurité et la confidentialité, qui sont tous reliés entre eux par la notion de responsabilité. Et à ça, j'ajoute aussi le domaine de l'alignement des valeurs parce que je trouve que ça s'inscrit clairement dans une démarche d'IA responsable. Aujourd'hui, on va surtout parler d'interprétabilité et d'équité. Donc, on peut avoir 4 attitudes face à l'intelligence artificielle. Sur un premier axe, on a d'un côté l'optimisme et de l'autre côté le pessimisme. Et on a aussi un deuxième axe où vers le haut, on a là, les technologies qui sont libres et vers le bas, on a les technologies enfermées dans des régulations. Donc, la première attitude hein, qui se trouve du côté du pessimisme et des technologies libres, c'est le techno-pessimisme. Ça, c'est les personnes qui sont très pessimistes face à l'IA, qui veulent bannir l'IA, qui pensent que l'IA nous entraîne dans un gouffre. Opposé à ça, du côté de l'optimisme, on a les techno-optimistes, qui sont des personnes qui croient aux promesses de l'IA et qui pensent que tous nos défis éthiques pourront être surmontés avec les technologies. Du côté des régulations et de l'optimisme, on a les régulationnistes qui appuient l'IA, mais qui pensent que certaines règles sont nécessaires pour son développement. Et enfin, on retourne du côté pessimiste, toujours dans la zone des régulations, on a les technocritiques. Donc ça, c'est les personnes qui pensent qu'on ne devrait pas laisser le développement de l'IA dans les mains des grandes compagnies et qu'on doit se réapproprier l'IA, en étant nous, les universitaires, mais aussi les utilisateurs, utilisatrices.
Alors, maintenant, je vous pose la question. Qui êtes-vous? Alors, j'ai perdu la caméra de la classe. Voilà, je pense que je vous vois un peu à main levée. Qui se considère comme un techno-pessimiste? Case numéro 1. J'ai personne. À distance, vous pouvez écrire le numéro qui vous représente dans le chat. Qui se considère comme un ou une techno-optimiste? Personne non plus. OK. Qui se considère comme des régulationnistes? J'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est toujours souvent beaucoup de régulationnistes. Et qui se considère ou s'identifie comme technocritique? 1, 2, 3. Moi aussi, je me considère comme technocritique. Donc, c'est vraiment le but de mes recherches, justement, de se réapproprier d'une façon critique là, le développement et l'étude de ces technologies-là. C'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois que je pose la question, il y a toujours beaucoup de régulationnistes. Alors, le problème principal dans l'éthique de l'IA, c'est les biais. Donc, c'est quoi un modèle biaisé? Bien, c'est un modèle qui performe moins bien sur un sous-groupe d'exemples. Okay? Donc, c'est un biais technique à la base. Par exemple, vous avez probablement entendu le cas célèbre où on avait entraîné un modèle sur des images de vaches en pâturage, puis quand on avait testé le modèle sur des images de vaches sur la plage, bien, le modèle n'était pas capable d'identifier la vache parce qu'elle n'était pas dans son environnement. Donc, on n'avait pas les bonnes données. On a causé un biais dans le modèle qui était technique. On peut aussi avoir des modèles qui sont biaisés, mais de manière injuste. Donc, ça, c'est quand le biais technique défavorise spécifiquement un sous-groupe d'individus en raison de certaines caractéristiques. Et enfin, on peut avoir un modèle qui est discriminatoire. C'est-à-dire que les individus qui sont défavorisés par le modèle sont défavorisés en fonction de caractéristiques qui sont protégées par des lois. Par exemple, au Québec, c'est la Charte des droits et libertés du Québec qui protège des caractéristiques ou des attributs comme le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, les orientations politiques, etc. Voilà. Donc, les biais qu'on a dans nos modèles viennent de différentes sources qui sont évidemment involontaires. On ne veut pas mal faire, mais les biais s'immiscent malgré nous. Ça vient à la fois des données utilisées, de la programmation et des données indirectes. Donc, on va voir quelques exemples. Par rapport aux données utilisées, ça, c'est quand on a une sous-représentation de certains groupes, un peu avec l'exemple de nos vaches, on n'avait pas assez de vaches qui n'étaient pas en pâturage, ou article célèbre Gender Shade, où on a montré que des algorithmes de reconnaissance faciale performaient moins bien sur les femmes et les personnes noires, et encore plus sur les femmes noires, parce que justement, les algos n'avaient pas été, les modèles, pardon, n'avaient pas été conçus avec assez d'images diversifiées. Nos données utilisées aussi peuvent être des traductions mathématiques de biais social, de pratiques sociales biaisées. Par exemple, les fameux algorithmes de recrutement chez Amazon qui étaient basés sur les données historiques de l'entreprise et historiquement, l'entreprise embauchait moins de femmes. Donc, nécessairement, le modèle a appris à discriminer les femmes. On a eu plusieurs occurrences de ce phénomène-là. En programmation, bien là, malheureusement, les biais viennent des biais inconscients des programmeurs-programmeuses. Par exemple, l'ancienne version de l'algorithme de Tinder qui accordait un score de sexitude, entre guillemets, en fonction des revenus, de l'éducation et des classes économiques différents en fonction des hommes et des femmes. Ça venait en fait d'un biais comme quoi, par exemple, les femmes étaient plus attirantes en ayant moins d'éducation. Apparemment, ça a été modifié depuis. Finalement, on peut aussi avoir des biais qui viennent de données indirectes. Donc, ça, c'est quand, en fait, on est capable de faire une corrélation à partir d'autres données. Vous avez probablement entendu parler de l'exemple célèbre du bébé Target, hein, où la grossesse d'une femme a été prédite par l'algorithme qui enregistrait les données des achats parce qu'elle avait acheté certains items particuliers chez Target. En fait, l'algorithme avait prédit qu'elle était enceinte avant même qu'elle annonce à ses proches. Et en santé, on a beaucoup d'exemples par rapport aux gènes, hein, ou par rapport à d'autres données médicales où on peut, entre autres, prédire la race d'une personne en fonction de ces données-là, ce qui peut parfois être problématique.
Donc, en fait, là, c'est un autre exemple de variable proxy. C'est aussi le code postal, particulièrement aux États-Unis, où, en fait, les personnes racisées habitent souvent dans un même quartier. Puis là, ben, avec cette variable-là, on est capable, même si la variable de la race n'est pas présente dans les données, on est quand même capable d'identifier la race d'une personne et puis le modèle peut discriminer en fonction de cette donnée indirecte. Donc, nos sources sont donc nos données utilisées, que ce soit un mauvais échantillonnage ou des données qui étaient historiquement biaisées, que ça vienne de la programmation ou des données directes. Et ça, ces biais-là peuvent être introduits un peu partout dans le processus de création d'un modèle. Donc ici, là, on a le schéma assez complexe de tout ce qui se passe quand on essaie de créer un modèle et de le développer, de déployer sur le marché. Donc, on voit qu'on retrouve là, justement nos biais qui viennent des données utilisées, des données indirectes et de la programmation. Et tout ça, ben, en fait, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg parce qu'en plus d'avoir les biais techniques qu'on peut introduire là, dans nos modèles, ben, on a aussi des biais humains qui sont toujours là. Puis, en plus de ça, ben, on a des biais systémiques. Il existe des solutions. Ici, je ne m'attends pas à ce que vous lisiez toute la page au complet. C'est un article de Van Giffen qui, en fait, montre 24 solutions qu'on peut utiliser pour mitiguer et limiter les biais dans les modèles. Je vous en nomme quelques-uns. Si vous êtes intéressé à voir la référence complète, vous pouvez m'écrire pour avoir les diapos. Donc, justement, le fait d'avoir une équipe diversifiée, c'est quand même une solution très simple qu'on peut mettre en pratique pour éviter des biais de programmation. Échanger avec les spécialistes du domaine, c'est un des objectifs de SDRDS, justement. Au niveau donc du projet, mais aussi de la sélection des données. On peut créer des modèles interprétables, ce qu'on va parler aujourd'hui. On peut s'intéresser aux métriques d'équité, dont on va parler également aujourd'hui. Et on peut aussi utiliser des métriques de performance qui sont comparables pour des sous-groupes d'individus. Donc, ça s'apparente aussi là, aux métriques d'équité. Donc, en gros, je vous ai mis les 24 solutions proposées pour vous montrer que c'est pas vrai qu'on peut rien faire, puis c'est pas vrai qu'il n'y a pas de solution. Il y a toutes sortes de solutions qui existent. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, on a des biais techniques qui sont la pointe de l'iceberg, mais en fait, cachés sous l'eau, on a beaucoup de biais sociaux. Donc, donc les biais techniques, par exemple, le mauvais échantillonnage qui ne représente pas certains sous-groupes de la population. Les biais humains, mais ça pourrait être par exemple, quand on fait de la spéculation pour remplir des données manquantes, par exemple en utilisant la moyenne ou en supprimant des données. C'est des opérations techniques qu'on est obligé de faire pour pouvoir créer nos modèles, mais ça part ça peut causer des biais. Et enfin, les biais systémiques, par exemple, on sait que les institutions désavantagent souvent certains groupes, entre autres là, par rapport à la discrimination basée sur la race. Donc, nos solutions doivent considérer le contexte d'application de nos modèles et on doit avoir une approche socio-technique, parce qu'on a vu que le problème n'est pas seulement technique, mais aussi social, et on doit aussi avoir une approche multidisciplinaire, ce qui est le but de SDRDS aussi. Donc, l'interprétabilité, je vous en parle beaucoup depuis le début, c'est mon sujet de recherche, mais qu'est-ce que c'est exactement? Donc, l'interprétabilité, c'est le fait d'avoir un modèle, donc de prédiction, d'intelligence artificielle, principalement de machine learning, d'apprentissage automatique, qui est compréhensible pour les humains. On dit souvent qu'on veut que le modèle soit transparent. Et on dit souvent que c'est par design, par conception, c'est intrinsèquement interprétable. Et ça s'oppose à un autre concept qui est assez populaire, qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire l'explicabilité. Ce n'est pas la même chose. L'explicabilité, c'est une technique pour expliquer une boîte noire ou une boîte opaque, donc un modèle difficile à comprendre, par un autre modèle d'approximation ou en utilisant des statistiques comme la mesure d'importance des variables. Donc, c'est vraiment une explication post-hoc. Donc, l'interprétabilité, ça vient vraiment du modèle en soi. C'est une caractéristique innée, acquise, pas acquise, pardon, mais innée du modèle,
Alors que l'explicabilité, c'est une technique qu'on applique après avoir conçu le modèle pour le comprendre. L'interprétabilité s'intéresse aux raisons de la prédiction, alors que l'explicabilité s'intéresse à comprendre le mécanisme qui mène à la prédiction. L'interprétabilité, c'est un domaine ancien qui est apparu avec les premiers arbres de décision vers les années 50. Et justement, l'arbre de décision, c'est un des algorithmes, des types de modèles qu'on considère les plus interprétables. Alors que l'explicabilité, c'est un domaine assez récent qui est apparu avec les réseaux de neurones, qui sont eux aussi plus récents. Vous avez peut-être entendu parler de méthodes en les valeurs de Shapley, Lime, les cartes de protubérance ou les saliency maps, les méthodes de gradient intégrés. Toutes ces mesures d'importance des variables-là sont des techniques d'explicabilité. Et c'est problématique, en fait, parce que dans le domaine, on mélange souvent les termes, on les utilise comme synonymes, alors que c'est pas la même chose. On va voir que l'explicabilité peut mener à des conséquences qu'on voudrait éviter. Donc, c'est important de faire la distinction entre les deux termes, puis de bien les utiliser pour pas causer encore plus de confusion dans le domaine. Donc, justement, certaines personnes considèrent que l'interprétabilité, c'est comme un gros domaine, puis là, ça inclut l'explicabilité d'un côté et les algorithmes transparents de l'autre côté. D'autres personnes vont dire que l'explicabilité ou le XAI, Explainable AI, c'est le grand domaine qui comporte d'un côté les techniques d'explicabilité et de l'autre côté les modèles interprétables. Tout ça, ça devient bien compliqué de comprendre qu'est-ce qui est quoi. Donc, s'il y a une chose à retenir de ma présentation aujourd'hui, c'est ça. Il faut distinguer les deux classes, puis il faut arrêter de dire que l'interprétabilité est un sous-ensemble de l'explicabilité ou l'inverse. Okay? C'est deux choses différentes. Puis notre vie en tant que chercheur, chercheuse va être beaucoup plus simple si on fait bien la distinction entre les deux. L'interprétabilité, c'est aussi un continuum. Puis là, ça, c'est vraiment une classification personnelle, c'est subjectif. Il n'y a pas vraiment de manière de mesurer l'interprétabilité d'un modèle. Donc, du côté droit, on a les modèles les plus interprétables, comme les arbres de décision, tout ce qui est des listes de règles, des ensembles de règles. On a les régressions linéaires, les random forest ou SCM, le boosting, et complètement là, de l'autre côté de l'axe, donc du côté le moins interprétable, on a les réseaux neurones. Quand on n'a pas d'interprétabilité, ben c'est là que ça devient intéressant d'avoir des techniques d'explicabilité parce que même si on ne sait pas exactement pourquoi notre modèle prend une décision, ben c'est quand même intéressant d'explorer le mécanisme et de mieux le comprendre. Avec l'explicabilité, on a des risques de blanchiment éthique. Et c'est pour ça que je prône beaucoup l'interprétabilité lorsque c'est possible, parce que ça peut être dangereux, l'explicabilité. Comme c'est une méthode qu'on applique par-dessus un modèle qui est conçu, on peut jouer un peu avec les données, puis c'est pas toujours des données qui sont 100% fiables. On va voir un exemple ici. Donc, à gauche, on a une méthode d'explicabilité appliquée sur un modèle COMPAS. Donc, COMPAS, c'est un modèle de prédiction de la récidive criminelle utilisé aux États-Unis, qui est un modèle boîte opaque, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'il était si compliqué que ça, le modèle, c'est juste qu'il était breveté. Donc, on n'avait pas accès ni au mécanisme, ni aux raisons de la prédiction. Donc, à gauche, on a appliqué la méthode FAIR-ML, qui est une méthode d'explicabilité, pour avoir une mesure d'importance des variables. Donc, on voit que dans le modèle, la race est un attribut utilisé qui est important dans la prédiction. Puis là, on a joué un peu avec les données, puis on a brassé un peu tout ça. Puis on a fait un peu de lavage là-dedans. Et ils ont appliqué donc le Laundry ML pour malaxer tout ça et trouver une autre explication où, cette fois-ci, l'attribut de la race était beaucoup moins important dans la prédiction de l'algorithme. Par contre, remarquez que le modèle n'a pas changé. Alors, c'est vraiment le même modèle qui prédit pour les mêmes raisons, mais on a été capable de concevoir des explications du modèle qui sont différentes. Donc, l'explicabilité, c'est intéressant, c'est mieux que rien, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, mais c'est plus risqué que l'interprétabilité.
On entend souvent qu'il y a un compromis entre l'interprétabilité et l'exactitude d'un modèle. C'est une fausse dichotomie. Il n'y a aucune preuve scientifique par rapport à ça. En fait, même que l'interprétabilité mènerait à une meilleure exactitude des modèles parce que c'est vraiment une caractéristique qui nous aide à déboguer les modèles plus facilement. Par exemple, ce mythe-là, compromis, interprétabilité, exactitude, vient probablement en fait de l'incapacité de comparer certains modèles. Parce que les modèles de boîte noire, type réseau de neurones, fonctionnent bien sur des données brutes comme des images ou du texte. Par contre, sur des données tabulaires, les modèles plus interprétables, comme les arbres de décision, fonctionnent même mieux. Okay? Donc, en fait, certains modèles fonctionnent mieux sur certains types de données. Donc, c'est un peu impossible à comparer. Est-ce qu'on a vraiment un compromis entre l'interprétabilité et la performance? Par contre, on a un compromis entre la parcimonie et l'exactitude. Donc, la parcimonie, c'est une des multiples composantes de l'interprétabilité. La parcimonie, ça veut dire en fait qu'on veut avoir un modèle qui n'est pas trop gros à comprendre. Si on s'intéresse toujours à nos arbres de décision, un arbre de décision, là, on a des nœuds avec des branches qui nous permettent de justement prendre une décision. Si notre arbre est très, très profond, ça va être dur à comprendre humainement. Donc là, on va perdre un peu d'interprétabilité. Cela dit, comme je l'ai précisé, la parcimonie et l'interprétabilité, c'est pas la même chose. Donc, il y a une forte association entre les deux, mais l'interprétabilité, ce n'est pas que la parcimonie. Puis, on sait en fait qu'il y a effectivement un compromis entre parcimonie et exactitude parce que c'est un phénomène qu'on observe souvent dans les arbres de décision. Quand on va dire qu'un arbre de décision surapprend, c'est parce que le modèle va être très, très précis puis il va vraiment avoir appris chaque dichotomie dans les données. Puis on veut pas ça, parce que d'un, ça généralise mal, puis en plus, c'est pas interprétable. OK. Autre outil à notre disposition, les métriques d'équité. Donc, une métrique d'équité, c'est une abstraction mathématique qui permet de mesurer la capacité d'un modèle d'être équitable. Il y a plus d'une vingtaine de métriques d'équité qui existent. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous en présenter seulement une, mais c'est vraiment un domaine là, en pleine explosion. Il y a des métriques qui sont très, très simples, puis d'autres très, très complexes. Il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus. Donc, on veut spécifiquement quantifier l'équité d'un modèle pour un groupe protégé dans nos données. Donc, on sélectionne un attribut protégé, par exemple le genre. On sélectionne une condition spécifique. Par exemple, on veut protéger des personnes dont le genre correspond à femme. Donc, notre groupe protégé va devenir les femmes. On peut faire la même chose avec des valeurs différentes, des attributs différents, par exemple l'âge. On pourrait décider que notre groupe protégé, c'est les individus dont la valeur de l'âge est supérieure à 70, ce qui nous permettrait de modéliser le groupe des personnes âgées. On peut avoir différents seuils pour qualifier une personne âgée ou non. C'est un débat social, plutôt. Donc, ce qu'on va vouloir vérifier, c'est que notre modèle, pour être équitable, va devoir se comporter de la même manière pour les individus du sous-groupe protégé à étoile, donc soit les femmes, soit les personnes âgées, et de la même manière aussi pour tout autre sous-groupe caractérisé par n'importe quelle autre catégorie. Par exemple, l'exactitude égale, donc c'est la métrique la plus simple, la plus de base. On veut avoir autant de bonnes prédictions pour chaque sous-groupe. Donc, techniquement, ça correspond à la probabilité d'être bien classifié, doit être la même pour notre groupe protégé et les autres. Donc, par exemple, en classification binaire, ça correspondrait à cette expression-là. Donc, on veut que la probabilité des personnes qui ont une certaine classification et qui sont protégées soit la même que la probabilité d'avoir une certaine étiquette pour les personnes qui ne sont pas dans le groupe protégé. Là, vous remarquez, c'est une égalité. C'est techniquement très, très dur à atteindre. Donc, on va relaxer un peu la métrique. Donc, pour vérifier ce critère-là, en fait, on va utiliser l'exactitude, comme le nom le dit. On va vouloir que les valeurs soient proches. Donc, de façon relaxée, okay, on va vouloir, c'est une grosse équation, ça correspond simplement à l'équation de l'exactitude
Donc, le taux de vrais positifs et de vrais négatifs sur les faux négatifs, les vrais positifs, les vrais négatifs et les faux positifs. C'est vraiment l'équation de l'exactitude à la base. Donc, on va vouloir que l'exactitude pour notre groupe protégé, donc la différence, en fait, entre l'exactitude de notre groupe protégé et l'exactitude des autres, soit proche. Donc, c'est ce qu'on veut dire quand on fait la soustraction mise en valeur absolue. C'est simplement une façon mathématique de relaxer la notion d'égalité. Et donc, quand on va choisir un modèle, parce que quand on crée des modèles, on teste différents algorithmes d'apprentissage, on choisit le modèle qui performe le mieux en fonction de nos métriques de performance, comme l'exactitude. Bien, là, ce que je vous invite à faire dans la suite de vos recherches, c'est de, oui, vous intéresser à la performance, mais d'aussi chercher un compromis avec l'équité. Donc, par exemple, ici, le modèle jaune est un modèle qui a une très forte exactitude, mais on voit que par rapport aux métriques d'équité, il ne performe pas très bien. À l'inverse, le modèle en bleu en haut est très, très équitable, mais performe un petit peu moins bien sur notre ensemble de tests. Donc, on va plutôt s'intéresser à chercher des modèles qui font un bon compromis entre ces deux types de métriques. Cela dit, les métriques d'équité, ce n'est pas la solution à tout. Choisir des métriques, comme je vous ai dit, il y en a vraiment beaucoup. Ça dépend du contexte d'utilisation du modèle. Les métriques ne sont pas universelles, donc certaines métriques vont être bonnes dans un contexte et pas dans un autre. Certaines métriques sont même incompatibles les unes avec les autres ou contradictoires. Donc, les métriques d'équité, c'est intéressant. C'est même essentiel quand on analyse la performance d'un modèle, mais elles sont insuffisantes. D'où l'intérêt d'avoir des modèles qui sont à la fois aussi interprétables. OK. Maintenant, on passe à la monoculture algorithmique. Donc, la monoculture algorithmique a plusieurs définitions. Initialement, sa définition forte, c'est le fait d'avoir plusieurs décisionnaires qui dépendent du même algorithme. Donc, ça, c'est le fait que vraiment le même modèle soit utilisé dans différents contextes. Par exemple, un algorithme ou un modèle qui est utilisé dans le tri des candidatures d'une entreprise pourrait, par exemple, être utilisé dans plusieurs entreprises du même domaine. Et par exemple, si vous voulez travailler en informatique dans une compagnie, bien, les compagnies reçoivent beaucoup de CV. Ils doivent trier les candidatures. Bien, souvent, c'est les mêmes modèles qui sont utilisés d'une compagnie à l'autre. Donc, ça, c'est un exemple d'un décisionnaire qui dépend du même algorithme. Et il y a une définition un peu plus relaxée, un peu plus faible, où là, on s'intéresse au fait que plusieurs décisionnaires dépendent d'algorithmes qui sont similaires. Donc, la différence, en fait, c'est qu'on va se rendre compte qu'il y a des problèmes qui sont causés pas seulement par le fait d'utiliser le même modèle, mais par le fait d'utiliser des modèles similaires. Donc, un modèle similaire, c'est soit, par exemple, là, je vous parlais d'un algorithme de tri des candidatures dans le domaine de l'informatique, mais la même compagnie qui a développé le modèle peut aussi avoir développé un modèle dans d'autres domaines, par exemple en éducation, dans les services publics. Donc, c'est un modèle qui est similaire. Les caractéristiques, les attributs qui sont utilisés sont un peu différents, mais c'est quand même le même principe derrière. Donc, le problème avec la monoculture algorithmique, et on fait aussi un parallèle avec la monoculture en agriculture, hein, c'est vraiment le fait d'avoir peu de diversité dans nos espèces ou peu de diversité dans nos modèles. Bien ça, comme en agriculture, ça cause des problèmes d'un point de vue algorithmique. Et ce problème-là, c'est ce qu'on appelle les issues homogènes. Donc, c'est le fait, en fait, qu'une personne va recevoir le même résultat pour différents décisionnaires. Donc, par exemple, si une personne est refusée lorsqu'elle cherche un emploi en informatique, peut-être que la personne se démotive et va se dire, bon, je vais aller dans un autre domaine. Mais là, si le même type d'algorithme est utilisé aussi dans d'autres domaines, bien, cette personne-là qui n'était pas choisie par le modèle risque aussi de ne pas être choisie dans d'autres domaines. Donc, au final, une personne peut recevoir un mauvais traitement et souvent, ce mauvais traitement-là, en fait, est injuste. C'est là le problème. Dans différents aspects de sa vie. Donc, c'est ce qu'on veut dire par différents décisionnaires, en fait.
Et on parle justement de défaillance systémique quand le même résultat, c'est le même résultat, souvent négatif, qui provient de tous les décisionnaires. Évidemment, on pourrait aussi avoir une défaillance systémique où la mauvaise personne est toujours choisie par les mauvais modèles, mais on a moins de chances de s'en rendre compte. Probablement que la personne ne va rien dire dans ce cas-là. Donc, les sources de monoculture algorithmique sont différentes. D'abord, on peut avoir le fait que le même modèle est utilisé dans un domaine. Donc, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de recherche d'emploi en informatique. On peut aussi avoir le fait que le même modèle soit adapté un peu dans différents domaines. Donc, mon histoire de recherche d'emploi, c'est basé sur des vrais cas. Par exemple, il y a la compagnie HireVue qui, justement, crée des modèles pour trier les candidatures. Et on voit que cette compagnie-là œuvre dans beaucoup d'industries, les services financiers, hospitaliers, les technologies, le secteur public, la santé. Ils ont aussi des modèles pour trier les candidatures académiques, donc pour rentrer dans un programme dans une université, par exemple. Donc, vraiment, là, ça peut être problématique s'il y a des biais dans ces modèles-là, puis que ces biais, ben, parce que les modèles sont répandus, les biais vont aussi être répandus. Et étonnamment, troisième source de monoculture algorithmique, c'est lorsqu'on utilise les mêmes données. Et ça, je pense que d'un point de vue académique, ça nous touche un peu plus. Parce qu'on sait qu'avoir des bonnes données assez nombreuses, bien nettoyées, c'est très, très cher. Puis on ne veut pas non plus être obligé de sous-traiter l'étiquetage de nos données par d'autres compagnies qui sont peut-être moins éthiques, justement. Donc, nos données sont très, très précieuses en recherche. Donc, c'est normal de vouloir les partager. C'est normal de vouloir les réutiliser. Par contre, certaines recherches ont montré que, justement, le fait d'entraîner différents modèles sur les mêmes données pouvait donner des modèles similaires qui, ultimement, menaient à des issues homogènes et qui s'inscrivaient donc dans un phénomène de monoculture algorithmique. Donc, c'est quelque chose quand même auquel il faut penser. Donc, j'ai des exemples, par exemple, sur les données de recensement, les banques biologiques, Hugging Face, un site qui recense beaucoup de jeux de données sur lesquels on peut entraîner nos modèles de façon préliminaire. Et aussi ben, le fait que beaucoup de modèles de langue, des grands modèles de langue qui sont très populaires en ce moment, mais sont entraînés sur tout le corpus d'Internet. Donc, évidemment, tous les biais d'Internet se retrouvent dans ces modèles-là. Plus spécifiquement en santé, je vous présente deux exemples. Premier exemple, lorsqu'on s'entraîne sur des données omiques, ben, là, on s'intéresse à un phénomène biologique. Ce phénomène biologique-là va être indépendant du contexte. Donc, ça va nous donner un modèle qui, lui, va pouvoir être généralisable. Parce que nos données, justement, ne dépendent pas du contexte dans lequel on se trouve, ben, on ne risque pas de généraliser des issues homogènes là, négatives en partageant le modèle. Par contre, si on s'intéresse à créer un modèle qui prédit le risque de réadmission à l'hôpital suite à un traitement, mais là, on a un modèle qui s'intéresse au fonctionnement d'un hôpital. C'est très, très dépendant du contexte, parce que le modèle va dépendre des aspects opérationnels de l'hôpital. Ça peut varier d'un pays à l'autre. Dans certains pays, il y a des tests qui ne sont pas accessibles, comme on a ici. Le rapport entre les patients et les médecins sont différents. Donc, les informations qui sont partagées entre les agents ne seront pas les mêmes. Et justement, là, les informations qui sont présentées dans nos données ben, vont différer. Donc, ce genre de modèle, lui, ne serait pas généralisable. Parce que ce qui arrive avec la monoculture algorithmique, c'est qu'en déployant le même type de modèle un peu partout, on se rend compte, en fait, que l'exactitude moyenne diminue. Donc, plus on tente de généraliser un modèle, moins sa performance moyenne va être bonne. Puis ça, ben, c'est justement parce qu'on s'éloigne du contexte pour lequel le modèle a été créé, puis ça cause toutes sortes de problèmes et de biais. Donc, c'est vraiment important, surtout en santé, de penser à est-ce que notre modèle est spécifique à un contexte ou non, puis de peut-être limiter la généralisation à outrance des modèles lorsque c'est pas approprié.
Donc, les solutions de la monoculture, pour contrer la monoculture algorithmique, plutôt, sont à la fois techniques et philosophico-sociales. Pour vérifier qu'un modèle n'est pas qu'un modèle généralise toujours bien, ben, on peut s'intéresser aux métriques d'équité. On peut aussi développer des modèles interprétables. Comme ça, on va pouvoir voir dans un contexte où le modèle ne performe pas bien, pourquoi il performe mal. D'un point de vue un peu plus social, remarquez qu'il y a le phénomène de l'ensemble Rashomon, qui, en fait, ben, c'est maintenant de plus en plus une notion technique, là, mais en fait, c'est le fait qu'il est pour une explication. En fait, il existe souvent plusieurs explications similaires. Donc, si on s'intéresse à des modèles, il y a souvent plusieurs modèles qui sont équivalents. C'est-à-dire que les modèles vont avoir les mêmes prédictions, mais pour différentes raisons. Donc, ça veut dire que quand on crée un modèle qui n'est pas super interprétable, ben, il existe fort probablement un modèle interprétable qui est équivalent, dans le sens qu'il va avoir une performance similaire. Donc, il faut comme intellectuellement se rappeler que ça existe. Et il faut aussi, d'un point de vue, là, c'est vraiment plus social que technique, mais il faut limiter la généralisation non nécessaire. Donc, pensez aux modèles médicaux dont je vous ai parlé. Hein, si un modèle est basé sur des notions biologiques ou sur des notions pratiques, mais sa capacité de généralisation ne sera pas la même. Et les chercheurs et chercheuses qui s'intéressent à ce phénomène-là suggèrent de surtout partager les recettes pour créer des modèles plutôt que de partager les modèles en tant que tels. Justement pour qu'on puisse créer des modèles plus appropriés à nos contextes. Et ben, dans cette optique de limiter la généralisation, ben, c'est toujours bien d'utiliser l'expertise locale spécifique à un contexte qui nous intéresse. Et on va voir que ça s'inscrit aussi dans une pratique décoloniale de l'IA. Donc, la décolonisation, justement, qu'est-ce que c'est? Alors, d'abord, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'est la colonisation en IA. Donc, on remarque que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est dominé par des groupes historiquement des pays colonisateurs. Okay? Donc, on va les appeler le Nord et le Sud. C'est pas un Nord et un Sud nécessairement géographique. C'est plutôt le Nord, là, ça représente plutôt comme les grandes puissances en IA, là, les États-Unis, la Chine. Alors que le Sud, là, ça peut être des pays peut-être moins occidentaux comme l'Afrique, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, qui subissent un peu plus les décisions du Nord, justement. Et on va voir qu'il y a un rapport d'oppression qui est surtout économique, mais qui s'inscrit dans le numérique et l'intelligence artificielle. Donc, le Nord conçoit les algorithmes, les modèles, les produits technologiques, alors que le Sud est exploité pour les ressources matérielles pour produire les dits produits numériques. Pensez à vos téléphones intelligents ou à nos ordinateurs qu'on utilise pour créer nos modèles d'IA. Le Nord détient les connaissances et les habiletés techniques. Pensons à tous les programmes sur l'intelligence artificielle qu'il y a dans les universités américaines ou occidentales. Alors que le Sud, lui, est exploité pour ses ressources humaines. Entre autres, si on pense à tous les scandales qu'il y a eu de modération des réseaux sociaux, où les modérateurs travaillent dans des conditions pas très bonnes pour leur santé mentale et qui sont évidemment pas très bien payés pour modérer le contenu des réseaux sociaux et qui sont exposés là, à toutes sortes de contenus horribles et qui n'ont absolument aucun support psychologique pour ça. Ou encore l'étiquetage de données, où c'est des personnes dans différents pays, mais aussi aux États-Unis, mais c'est souvent des personnes là, qui sont dans une position économiquement moins privilégiée. Si on pense entre autres là, à Amazon Mechanical Turk, qui est même souvent utilisé en recherche, malheureusement, quand on a besoin d'avoir des données rapidement et pour pas cher, ben, on demande à des gens d'étiqueter nos données pour presque rien. Le Nord récolte les profits, s'enrichit, et j'ajouterais même la gloire de tous ces projets-là, alors que le Sud ben, est économiquement dépendant du Nord. Donc, le Nord impose sa vision du monde, mais à la fois ses préjugés et ses biais.
alors que le Sud, lui, ben, subit les décisions du Nord et la discrimination. Donc, le Nord développe des modèles de plus en plus complexes, exigeants énergétiquement, alors que le Sud, qui est parfois limité en ressources computationnelles ou électriques, ben, se retrouve à avoir des fois même des outils technologiques qui ne fonctionnent pas parce que les modèles sont juste trop lourds. Donc, le Nord contrôle l'expérience des technologies et l'orientation que l'innovation va prendre, alors que le Sud, ben, lui, est piégé dans des modèles qui sont peu adaptés et peu performants. Donc, il y a un rapport colonial qui s'inscrit directement dans nos décisions automatisées. Et collecter plus de données n'est pas la solution à ce problème. La solution, c'est la décolonisation. Qu'est-ce que c'est la décolonisation? C'est le fait d'analyser les dynamiques de pouvoir qui sont en place pour pouvoir redistribuer le dit pouvoir. On va vouloir redistribuer les ressources à la fois monétaires, mais académiques aussi. Il faut pouvoir refuser les technologies qui sont coloniales, mais pour pouvoir refuser quelque chose, il faut avoir des alternatives. Donc, pour avoir des alternatives, on doit pouvoir produire des outils qui sont locaux pour pouvoir les utiliser. Et ces outils-là doivent évidemment être fondés sur l'éthique et l'équité. Un des exemples, c'est évidemment les modèles interprétables. Et tout ça dans le but de redonner du pouvoir aux groupes qui sont historiquement marginalisés et leur redonner un pouvoir qui est aussi décisionnel. Puis là, vous vous posez peut-être la question, comme nous, au Québec, on est dans le Nord, on est dans le Sud, on est où? On est un peu dans les deux, j'ai envie de vous dire. Je serais intéressée à voir à la fin de la présentation vos opinions sur la question. Mais vous pouvez penser à différents exemples où on subit des décisions du Nord, donc par exemple les États-Unis qui construisent des modèles qui ne sont pas du tout adaptés pour nous. Hein, si vous pensez au fait que vos téléphones intelligents ne fonctionnent plus lorsque vous portez des gants ou des mitaines l'hiver, c'est le fait que les personnes qui ont conçu l'appareil n'ont juste pas pensé au fait qu'on pouvait être dans des conditions climatiques différentes. Les nouvelles voitures qui comportent toutes des écrans tactiles, là aussi, ça ne fonctionne pas. Hein? On est obligé de soit conduire les voitures les mains gelées, ou soit ne pas être capable de changer la radio quand on est au volant. Bon, une autre solution, ce serait aussi de ne plus conduire de voiture, mais bon, c'est un autre débat. Donc, je suis certaine que vous avez différents exemples de technologies, de modèles qui ne sont pas adaptés à nos réalités. Et un bon exemple de décolonisation, c'est ce qu'on fait en ce moment ici, hein, le fait de produire de la science en français pour justement permettre de redistribuer nos ressources académiques. Petit commentaire sur l'explicabilité. Le fait de devoir produire une explication supplémentaire à un modèle pour comprendre une prédiction, dans une optique décoloniale, c'est pas ce qui est le plus approprié, justement parce qu'on a parlé du fait que des fois les ressources énergétiques ou computationnelles sont limitées. Puis souvent, les outils d'explicabilité sont très lourds computationnellement. Donc, si on veut, par exemple, mettre en place un modèle de prédiction et ensuite offrir la chance aux personnes d'avoir une explication de pourquoi une décision importante est prise sur leur vie, il y a fortement de chances qu'on ne soit pas capable de mettre en place le processus explicatif. Donc, c'est un autre argument pour les modèles interprétables qui, selon moi, s'inscrivent dans une optique décoloniale de l'IA. Justement, les explications sont souvent aussi peu accessibles. On applique une boîte noire sur une autre boîte noire avec des explications très, très mathématiques. Donc, c'est pas la méthode la plus accessible. Puis, c'est aussi très, très lourd d'un point de vue informatique. Et donc, l'interprétabilité, justement, ça nous aide à identifier les biais qu'on a dans les modèles, comme je l'ai déjà mentionné. Et ça, pouvoir identifier les biais qui sont dans les modèles, ça permet de redonner du pouvoir aux personnes parce que si on comprend pourquoi un modèle prend une décision sur nos vies, on est en mesure de pouvoir décider si on lui fait confiance ou non, et on est en mesure de décider si on souhaite l'accepter ou non. Donc, ça s'inscrit dans une optique de réappropriation du pouvoir et ça contribue à la décolonisation de l'IA.
Pour nos techno-optimistes, on n'en avait pas beaucoup dans la salle aujourd'hui. Il y a tout un courant qui est en train de se développer qui s'appelle l'IA bénéfique, où on a toutes sortes d'initiatives comme AI for Good, Data Science for Social Good, Computer Science for Good, AI for the Planet, AI for the Ocean, et j'en passe. Il y en a vraiment beaucoup. On a toutes sortes d'exemples d'applications. Par exemple, utiliser de la reconnaissance d'images dans les centres de tri pour trier les déchets, le recyclage, tout ça. On utilise aussi des réseaux de neurones pour prédire les pointes d'utilisation dans les réseaux hydroélectriques. Il y a toutes sortes d'applications de reconnaissance vocale pour des personnes visuellement incapacitées. Gestion des ressources aussi pour des fermes d'hiver, pour avoir une production carboneutre, agricole. Donc, il y a vraiment toutes sortes d'exemples qui existent. Et c'est beau, c'est intéressant. Je pense que c'est probablement bénéfique. Cela dit, j'ai l'impression que beaucoup de ces problèmes-là sont des problèmes sociaux plutôt que techniques et que c'est pas seulement une solution technique qui va être nécessaire pour résoudre tout ça. Et je mentionne simplement au passage qu'il y a le domaine de l'informatique durable qui est en train de se déployer aussi, où on s'intéresse justement au fait que plusieurs modèles d'intelligence artificielle sont très polluants, comment améliorer ou comment rendre le code plus efficace pour éviter des calculs inutiles, pour éviter de la consommation d'énergie et éventuellement de la pollution. Ou éviter de dupliquer les données, par exemple, c'est toutes des petites astuces qui sont intéressantes pour rendre un code plus efficace, mais qui ont aussi une perspective environnementale. Donc, on avance vers du positif, mais ce n'est pas la panacée non plus. Et pour nos régulationnistes, on a des outils de régulation. Donc, ici, j'ai un tableau, une chronologie avec différents cadres et lois. Donc, c'est pas tout ce qui existe, là, vraiment, ça a explosé dernièrement. Mais on commence en 2016 avec la Algorithmic Justice League, qui a été fondée par Joyce Buolamwini. Je prononce jamais très bien son nom, mais j'adore cette personne qui fait un travail extraordinaire. Plusieurs régulations ont été créées en Europe avant qu'on prenne l'exemple au Québec et au Canada. On a des lois qui sont des processus de régulation gouvernementale qui mettent en place des mécanismes de punition. Puis, on a aussi des cadres éthiques qui sont des guides pratiques fondateurs qui sont des lignes de bonne conduite qu'une institution, une organisation peuvent adopter. Donc, on remarque que dans mon étude préliminaire, il y a beaucoup plus de cadres que de lois. C'est normal. Une loi, c'est très, très long à mettre en place, alors qu'un cadre éthique, c'est beaucoup plus simple à mettre en place, même si c'est peut-être moins bien, je vais faire un jeu de mots, là, encadré. Par contre, les cadres sont essentiels parce que c'est justement parce qu'on a eu beaucoup de cadres éthiques qui ont été fondés qu'on a pu avoir justement, qu'on a pu amorcer là, les processus de régulation juridique. Petit commentaire, dans tous les cadres et lois, on fait mention d'un principe de transparence. Et comme vous le savez, les définitions sont importantes. Et dans ce contexte-là, la transparence, ça veut seulement dire qu'on doit informer une personne qu'une décision est prise avec l'IA. Donc, on ne parle pas de transparence au sens d'un modèle transparent, au sens d'interprétabilité. OK? Donc, c'est le même mot, mais ce n'est pas la même signification. Donc, évidemment, c'est important d'informer qu'une personne subit une décision automatisée pour qu'elle puisse avoir un recours en cas de décision erronée. Mais je pense que ce serait important de faire concorder les définitions. Donc, je pense qu'en termes de multidisciplinarité, les informaticiens, informaticiennes et les juristes gagneraient à se parler justement pour qu'on puisse faire concorder nos définitions.
Donc, en conclusion, on a vu différents problèmes. Par exemple, les biais dans les données, dans la programmation. On a aussi vu qu'il y avait des biais humains ou systémiques. On a quelques solutions comme les métriques d'équité. On a des cadres ou des lignes directrices et des réglementations. On a vu qu'il y avait aussi le domaine de l'IA bénéfique qui cherche à compenser ces problèmes. On a vu que dans les problèmes, il y avait aussi le problème de blanchiment éthique. Et comme solution, ben justement, ça vaut la peine de s'intéresser à l'interprétabilité et ça vaut la peine de développer le domaine de l'explicabilité pour justement que ce ne soit pas possible de faire du blanchiment éthique. On a vu le problème de la monoculture algorithmique qui, comme solution, prône la décentralisation et la non-généralisation à outrance des modèles. On a vu qu'on avait un problème de colonisation digitale et donc le domaine de la décolonisation, ou plutôt l'attitude de la décolonisation qui prend de l'ampleur aussi là, dans le domaine de l'IA. Donc, en gros, nos problèmes sont à la fois techniques et sociétaux et je pense que nos solutions doivent être donc à la fois techno-sociales ou socio-techniques et qu'on a beaucoup de choix de société à faire pour développer le domaine de l'intelligence artificielle responsable. Donc, pour répondre à mes détracteurs qui m'accusaient, aux détracteurs que j'accusais de pelleter vers l'avant, je dirais que l'IA, c'est un problème urgent. Pardon, l'IA responsable, c'est un problème urgent dont on doit s'occuper maintenant. Il faut arrêter de pelleter vers l'avant. Lorsqu'on m'accusait de pelleter de la boucane, ben, je répondrais que c'est pas vrai. L'IA responsable, c'est utile et ça sert à tout le monde. Ce n'est pas de la boucane. Aux personnes qui pelletent la neige dans la cour du voisin, je dirais que l'IA responsable, ben, ça concerne autant l'éthique que l'informatique et évidemment plein d'autres domaines aussi. Donc, c'est à tout le monde de se mettre là-dessus et non à chacun de dire que c'est le problème de l'autre. Et enfin, aux personnes qui m'accusent de pelleter des nuages, je répondrais que c'est vrai, que c'est beau, l'IA responsable, mais que c'est aussi tangible, possible et réaliste. On a vu toutes sortes de solutions concrètes aujourd'hui. Donc, en conclusion, il faut se rappeler quand on fait de l'IA que la décision est prise par un modèle, mais que la responsabilité doit être portée par une personne. Et les conséquences sont sur les êtres humains et sur la planète. Donc, lorsque vous allez concevoir des modèles d'IA pour résoudre différents problèmes, mais posez-vous toujours d'abord la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une solution IA pour résoudre ce problème-là ou pas? Je vous remercie de votre attention et je reste disponible pour vos questions et commentaires. Merci Sandrine pour cette très belle présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a des beaux micros en haut, fait que pas besoin de se passer à chaque fois pour que les gens à distance l'entendent. Fait que levez la main, puis Sandrine va, je pense, nous voir pour vous dire de énoncer votre question. C'est question. Moi, j'ai une question, Sandrine. Tu avais une slide qui parlait de deux exemples. Il y avait un exemple, c'était les données omiques, puis un exemple, c'était les affaires hospitalières, les centres hospitaliers. J'ai comme pas compris si les deux exemples étaient négatifs ou s'il y en avait un qui était positif, un négatif, ou si les deux étaient positifs, mais ça me semblait pas une option. En tout cas, c'était comme pas extra clair cette section-là pour moi. Ben, tu as raison, c'est effectivement nuancé. L'idée de la diapo, c'est de montrer deux exemples. Un où la généralisation, en fait, n'était pas problématique. La génération d'un modèle, entre autres basé sur les données omiques, ne cause pas de problème, puis ne va pas ultimement causer des issues homogènes pour mener à de la monoculture algorithmique, parce que justement, les données omiques, c'est basé sur un phénomène biologique. Donc, ça ne dépend pas d'un contexte précis. Hein, les gènes changent d'un endroit à l'autre dans la planète, mais je veux dire, le mécanisme sous-jacent concernant les gènes risque moins de changer en fonction du contexte. L'autre exemple, c'est un exemple très, très spécifique, par exemple, de prédire le risque de retour à l'hôpital à la suite d'une chirurgie, par exemple. Bien, ça, c'est vraiment un modèle qui va dépendre du contexte parce que ça implique plein de facteurs qui sont spécifiques à un hôpital. Je sais pas, moi, si
là, je vais dire n'importe quoi. Si c'est un hôpital au Québec qui a des escaliers puis des rampes qui sont souvent glacées à cause de l'hiver, ben ça se peut qu'il y ait des personnes qui sortent de l'hôpital, je sais pas, se passent mal puis retournent plus rapidement à l'hôpital. Là, je dis n'importe quoi, j'ai pas d'exemple concret en ce moment. Ben, mettons, un hôpital dans un quartier particulier, ben là, tu pourrais avoir du contexte. OK. OK, c'est beau. Ça, où on pourrait imaginer justement 2 hôpitaux dans des pays différents. Par exemple, dans un pays où ben on n'est pas, je veux dire, il y a plusieurs comportements, je sais pas moi, caractéristiques d'une personne qui peuvent être tabous. Donc, ça se peut qu'une personne se livre pas autant à son praticien, à sa praticienne, puis donne pas assez d'informations par rapport à son état de santé. Donc, là, les données vont peut-être être incomplètes aussi. C'est pas la faute des personnes, c'est la faute des contextes. Donc, un modèle développé sur un hôpital en particulier va être beaucoup plus dur à bien généraliser. Okay, merci. À distance, est-ce qu'il y avait des questions? Sinon, moi, je vais peut-être en profiter de rajouter un point sur ce que tu as à dire là-dessus. Ça me rappelle toujours, si on a eu beaucoup d'exemples de prendre le billet dans le COVID. Là. Ça, c'est plein de beaux exemples qui sont vraiment drôles. Puis un que je me rappelle très souvent que Philippe parle sans arrêt, c'est un système DA qui avait conçu pour essayer de trouver, ce serait quoi la, la, la fin, dans le fond, de maladie de personnes atteintes par le COVID. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les AI avaient appris si la personne était couchée ou non, plus que savoir les autres paramètres qu'ils cherchaient. Parce qu'évidemment, si la personne était couchée, ben, ça allait moins vite. Il faut faire vraiment attention avec quelles données qu'on donne de ce point. Excellent travail, Sandrine, c'est vraiment important. Je pense qu'on n'en parle encore pas assez du billet. Merci. D'autres commentaires, opinions, expériences à partager? Il y a une question en arrière ici. Oui. Oui, finalement, je sais pas, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Qu'est-ce qui est mieux au final? Est-ce que c'est l'interprétabilité ou c'est l'explicabilité? Parce que dans le fond, l'interprétabilité, si j'ai bien compris, c'est vraiment pour expliquer en fait ce qui s'est passé sur les données. Et l'explicabilité, c'est pour savoir comment ça s'est passé. Bref, en fait, je suis vraiment un peu curieuse finalement. Qu'est-ce qui est le plus important à la fin? C'est ça? Oui, c'est une bonne question. C'est pas la réponse est aussi nuancée, c'est pour ça que c'est peut-être pas super clair. Aussi, bien comprendre la différence entre les deux concepts. Moi, ça m'a pris 1 an de recherche là, pour bien faire la différence. Donc, si vous n'avez pas tout compris aujourd'hui, c'est normal de vous sentir pas mal. Moi, je préfère l'interprétabilité à l'explicabilité parce que justement, l'interprétabilité, c'est exactement une caractéristique du modèle. Donc, on n'a pas de risque de blanchiment éthique. Mais des fois, dans certains contextes, on ne peut pas utiliser des modèles qui sont interprétables. Donc, par exemple, si on doit faire une prédiction sur des images, on ne pourra pas utiliser un arbre de décision pour faire ça. On n'aura pas le choix d'utiliser un réseau de neurones convolutionnel pour traiter nos images. Donc là, on n'a pas le choix. En fait, on ne peut pas utiliser l'interprétabilité. Donc, c'est là que les techniques d'explicabilité sont intéressantes. Mais les techniques d'explicabilité sont quand même aussi complexes, sont pas tout à fait à point. J'en ai pas parlé aujourd'hui, mais il y a aussi beaucoup de techniques qui sont basées sur des calculs aléatoires. Donc, reproduire les résultats est un petit peu plus compliqué aussi, parce que justement, computationnellement parlant, là, les calculs sont trop lourds à faire. Donc, il y a plusieurs heuristiques d'aléatoires qui sont utilisés. Donc, c'est moins précis comme résultat d'avoir des techniques d'explicabilité parce que ça nous donne comme une approximation ou une idée de ce qui se passe, mais on peut pas, en bon québécois, on peut pas prendre ça pour du cash. Tandis que l'interprétabilité, c'est ce qu'on a dans le modèle. Donc, moi, je prône l'utilisation d'un modèle interprétable lorsque c'est possible, mais je suis consciente aussi qu'il y a certains contextes qui nous demandent d'utiliser d'autres modèles. Puis c'est pour ça qu'il faut aussi continuer la recherche sur l'explicabilité, justement pour limiter les problèmes dans le domaine. Question en arrière. C'est par rapport au début, tu as fait un petit sondage rapide, puis tu te plaçais dans le 4e cadran qui était impopulaire. Mais comment ça s'appliquerait justement de rapatrier l'IA aux académiciens? Je sais pas, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir vu ça dans la présentation, mais comment tu vois ça? C'est une très bonne question.
Déjà, on pourrait juste facilement se décourager en se disant que d'un point de vue académique, on n'a pas les ressources que les grandes entreprises ont. La recherche va trop vite, on n'arrive plus à suivre. On pourrait juste aller travailler en entreprise puis avoir une vie beaucoup plus simple. Donc déjà, juste le fait de rester à l'université et faire de la recherche sur le domaine, c'est déjà une première bonne étape. Moi, je trouve que ma recherche s'inscrit dans l'approche technocritique parce que justement, je critique beaucoup les méthodes qui sont développées. Hein, c'est pas parce qu'on on crée des méthodes d'explicabilité que soudainement on a résolu les problèmes de biais dans les modèles. Hein, ces techniques-là sont assez complexes, puis bon, peuvent causer différents problèmes. Donc, déjà là, de se réapproprier justement les techniques. Donc, de ne pas laisser ça dans les mains des entreprises, puis de dire comme, OK, nous, on travaille là-dessus, on analyse qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, on trouve des façons de contrer ces problèmes-là. Le fait d'utiliser des métriques d'équité, par exemple. Ça devrait être obligatoire, là, les compagnies qui mettent sur le marché des modèles devraient avoir un étiquetage qui dit notre modèle performe à 80% et est équitable à 70% selon telle métrique, que ça devrait juste comme être la norme. Mais les compagnies font pas ça. Mais en académique, justement, c'est un contexte où on peut se permettre de réfléchir à ces questions-là, en fait, parce qu'on n'a pas les contraintes économiques ou la pression du temps de produire un modèle rapidement, là, en fait. Fait que c'est peut-être pas la réponse la plus claire. Ouais. Je cherche aussi encore comment me réapproprier un peu tout ça. Mais ouais. C'est sûr, idéalement, ouais. Je suis d'accord avec ton pari. Puis, ben, tu sais, justement aussi, en travaillant sur l'interprétabilité, pour moi, c'est aussi une façon ou en prônant l'interprétabilité, si on veut, c'est aussi une façon oui, en tant qu'universitaire, de se réapproprier les modèles, mais surtout en tant qu'utilisateur, utilisatrice aussi, là. Moi, en général, quand on me dit que certaines applications ou certaines technologies est basée sur l'IA ou l'apprentissage automatique, mon premier réflexe, c'est de dire comme, OK, non, je veux pas l'utiliser. Parce que j'étais un peu comme consciente de tous ces problèmes-là. Bon, j'ai peut-être un petit côté techno-pessimiste aussi, là, faut dire. Mais oui, donc c'est sûr que c'est à petite échelle et à la mesure de mes moyens. Donc, exact. S'il y avait un incitatif monétaire, c'est C'est toujours Ouais. pour les compagnies. c'est justement le fait de, souvent dans le domaine aussi, on a un grand historique de toujours produire des nouveaux modèles, trouver un nouvel algorithme, créer un modèle avec 1% de performance de plus. On a cette espèce d'incitatif-là de produire toujours plus de modèles ou d'algorithmes qui, au final, sont peut-être pas si utiles que ça. Bon, c'est utile d'un point de vue académique là, pour apprendre, puis bon, faire avancer la connaissance sur le milieu. Mais est-ce que ça résout un problème concret dans le monde? Est-ce qu'on résout vraiment les problèmes qu'on a déjà dans notre domaine de biais? Je ne le sais pas non plus. Donc, juste le fait de peut-être mettre son pied à terre puis de dire ben non, moi, je veux pas juste créer des modèles pour créer des modèles. Je veux être critique par rapport à ces modèles-là. Je veux surtout qu'on réfléchisse aux modèles qu'on a plutôt que de juste produire des nouveaux trucs qui ne seront pas si utiles que ça finalement. Ça peut être aussi une façon là, de... Tu m'as convaincu, merci. Yeah. Là, tu dis, tu sais, on est comme motivé à produire, puis ça, puis dernièrement, tu sais, j'ai souvent entendu parler tu sais, qu'il y a plusieurs personnes qui disent que, ben, tu sais, les H-index, puis le nombre de papiers, puis le nombre de citations, puis tout ça, ben, finalement, tu sais, c'est vraiment comme une grosse roue qui pousse tout le temps à juste essayer de produire le plus de papier possible. Fait qu'au final, on est comme un peu pris, tu sais, on n'a pas l'espèce de contraintes financières des entreprises, tu sais, qui doivent comme rester tout le temps profitables. Puis, tu sais, des fois, les grosses entreprises avec comme des actionnaires à qui il faut qu'ils répondent monétairement. Mais en même temps, dans le côté académique, on est comme obligé, on est comme contraint de publier, d'avoir un rythme, puis tout ça. Puis au final,
on n'a pas le temps de comme lentement bien faire la science sur des aspects qui ne sont peut-être pas comme les plus rapides et profitables à publier tout de suite. Fait qu'est-ce que tu penses que finalement la réappropriation que tu parles pourrait passer par ce début de mouvement-là, tu sais, de slacker les papiers? Mais je pense que oui. Je pense que oui, dans une optique de réappropriation de l'IA, je pense que c'est bon. Dans une optique technocritique, c'est bon. Clairement, je suis vraiment pro la slow research. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, mais malheureusement, par définition, il n'y a pas beaucoup de papier ou de documentation là-dessus. Je comprends l'enjeu. On a une très grande pression dans le domaine de produire, hein, de produire des papiers, de produire de la recherche, alors que c'est un petit peu antithétique parce que la recherche, il faut comme prendre le temps de se poser, puis réfléchir, puis tout ça. Fait que oui, je pense que de faire un choix conscient, de ralentir, c'est peut-être aussi une forme de militantisme. Donc, vous pourrez utiliser cette excuse-là à votre prochaine réunion de suivi quand vous n'aurez pas fait ce qu'on vous a demandé. Vous dites non, mais c'est du militantisme technocritique. Effectivement, l'aspect de culture, là. Quand tu comprends avec l'industrie, c'est que Google Maps n'ont pas changé leur algorithme depuis 15 ans. Puis, tu sais, il y a aussi une pression sociale dans le milieu de toutes les autres publient, donc moi aussi, il faut que je publie. Puis, tu sais, il y a un phénomène un peu lourd. Là, je sais pas, je suis enregistrée, là, c'est peut-être pas le bon moment pour parler de tout ça. Mais c'est juste le fait d'en parler entre nous aussi, puis de se dire comme, OK, ben peut-être que j'ai pas envie, moi, de participer à la course aux publications, puis que quelqu'un d'autre voit ça, puis va se dire comme, OK, ben dans le fond, peut-être que c'est correct que j'aille à mon propre rythme, qui est donc aussi un rythme bénéfique pour la recherche et la société. Là. C'est pas parce au contraire, là, c'est des personnes qui publient un petit peu trop. Des fois, c'est souvent soit de la répétition des mêmes données ou au final, c'est pas bénéfique là, parce que là, on n'arrive plus à suivre de toute façon. Fait que, c'est juste le fait de partager puis de se rendre compte que ben, collectivement aussi, peut-être qu'on peut réduire ce rythme-là en espérant que nos institutions continuent de nous financer quand même et ne pensent pas qu'on ne travaille plus parce qu'on réfléchit plus. On instaure une semaine SDRDS militantiste technocritique? C'est matériel. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, Sandrine. J'avais vu une main levée dans le fond de la classe. Ah oui. En fait, non, je voulais savoir si les mécanismes de punition, j'ai vu que tu en avais parlé, est-ce que c'est vraiment utilisé dans la réalité Ben, pour le moment, dans le fond? je ne suis pas juriste. J'ai envie de dire probablement pas beaucoup. Le mécanisme de punition dont je parlais, c'est vraiment comme une définition très, très vulgarisée et généralisée de qu'est-ce qu'une loi versus un cadre éthique. Je pense que dans SDRDS, on a des collègues juristes qui vont pouvoir être beaucoup plus précis sur la question. Mais donc, technique, c'est une des façons de distinguer les deux, mais c'est vrai que d'un point de vue numérique, digital ou d'intelligence artificielle, il y a très peu de manières de mesurer si les lois sont respectées ou non. Puis les punitions, tu sais, on punit qui? On punit des modèles, on punit le PDG, on punit... Donc souvent, comme c'est des amendes que les entreprises vont recevoir. Entre autres, il existe déjà des amendes pour les fuites de données. Puis apparemment que plusieurs compagnies préfèrent simplement payer les amendes parce que payer les amendes, ça coûte moins cher que mettre en place des systèmes pour mieux protéger les données. Fait que, quand je parle de problèmes techniques qui sont aussi sociétaux, c'est un peu ça. Là, on est un petit peu prisonnier justement dans ce rapport économique-là qui fait en sorte que, oui, finalement, c'est plus simple de payer une amende parce que les données ont fuité que de bien protéger les données des personnes. Fait que, encore une fois, beaucoup de choix en tant que société qu'on doit faire. Bon, ben merci encore, Sandrine, pour cette belle présentation. Merci. On va arrêter l'enregistrement, je pense, ça donne. Fait que après ça, c'est la pause café. On va reprendre à